Bonsoir, bienvenue à vous qui nous rejoignez sur CNews dans un instant. Punchline, les invités vont me rejoindre bien sûr sur ce plateau pour commenter cette grosse journée d'action qui se profile ce samedi. L'action des Gilets jaunes, ça n'a pas pu vous échapper. On en parle dans un petit instant, mais avant cela, le rappel des principales informations du jour, a commencé par la justice avec la mère de la petite Serena qui finalement a été condamnée à 2 ans de prison ferme. Elle avait dissimulé sa fillette, je vous le rappelle, pendant près de 2 ans avant qu'elle ne soit découverte dans le coffre d'une voiture. C'était en 2013. On va rejoindre sans plus tarder Jérôme Rampenou qui nous attend sur place. Bonsoir Jérôme, vous avez suivi ce procès pour CNews. Et finalement, c'est un verdict plutôt clément, alors qu'on le rappelle, 8 ans avait été requis à l'encontre de cette femme. Oui, effectivement, vous avez raison, c'est un verdict assez clément. Elle a écopé de 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, 5 ans de suivi aussi socio-judiciaire, ainsi qu'une déchéance de tous ses droits parentaux sur la petite Serena, qui avait été aussi demandée lors de l'audience. Alors c'est une séance un peu légère. Il faut dire que ça a tenu compte, ce que nous a dit le président, de son parcours, du fait aussi qu'elle ait 3 enfants encore à charge à la maison. Alors sa peine pourrait être aménagée. Elle est partie ce soir dormir directement en prison, mais le président nous expliquait que sa peine pourrait être aménagée assez rapidement. Il pourrait y avoir, par exemple, l'utilisation d'un bracelet électronique pour finir ces 2 ans. Merci à vous pour ces premières précisions. Jérôme Rampenou pour cette information qui est arrivée donc en fin d'après-midi. La justice à nouveau avec cette fois la peine maximale, la perpétuité qui a été requise contre Michel Fourniret ainsi que son ex-femme Monique Olivier, duo poursuivi pour l'assassinat de Farida Hamish, femme d'un ancien compagnon de cellule de ce tueur en série. C'était en 1988. A priori, le verdict là aussi est attendu dans la soirée. Après plus de 9 mois de détention, Tariq Ramadan va donc quitter la prison de Fresnes. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris avait ordonné hier sa remise en liberté sous un strict contrôle judiciaire. Et puis on va en parler bien sûr très largement tout au long de la soirée. C'est un raz-de-marée jaune qui s'apprête à déferler sur les routes demain. Environ 1500 manifestations devraient avoir lieu un peu partout sur le territoire. On le voit bien quand on regarde cette carte. L'objectif, c'est de mettre la France à l'arrêt. Mouvement qui d'ailleurs dépasse les autorités. 2500 forces de l'ordre vont être déployées, annonce le gouvernement. C'est bien trop peu, estiment les syndicats de police aujourd'hui. Précision de Charlotte Onfroy-Barrier. 2500 policiers et gendarmes seront mobilisés demain pour le mouvement des Gilets jaunes. Ils seront assistés d'hélicoptères qui vont survoler les principaux points de blocage et surveiller les lieux sensibles comme l'Elysée et le périphérique parisien. Un dispositif insuffisant selon les syndicats de police pour intervenir sur tous les points de blocage, comme l'a demandé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner en début de semaine. Résultat, aujourd'hui, son secrétaire d'État Laurent Nunez, en déplacement ici, en Seine-Saint-Denis, tempère un petit peu. Il parle cette fois d'intervenir sur les points de blocage total et fait l'équilibriste entre la consigne de son ministre et le droit de manifester des Gilets jaunes. Écoutez Laurent Nunez, il est au micro de Benjamin Le Souef. Le droit de manifester est un droit qui est important, qui est constitutionnellement garanti, mais tout comme le sont d'autres droits, dont celui d'aller et de venir, dont celui de circuler librement. Donc demain, nous allons veiller à ce que ces 2 libertés fondamentales puissent s'exprimer et que l'une ne vienne pas compromettre l'autre. Donc nous serons bien évidemment attentifs à tout blocage total, et ce qui nous conduira bien évidemment à intervenir. Et nous abordons cet événement avec beaucoup de sérénité. Face à l'ampleur annoncée de la mobilisation, les forces de l'ordre devront faire des choix, privilégier les axes routiers les plus fréquentés et surtout les agglomérations les plus visibles, car c'est là l'essentiel pour le gouvernement. Les forces de l'ordre vont essayer de disperser les manifestants, de jouer sur le caractère illégal de certaines actions coup de poing pour mettre fin à la mobilisation et atténuer la vague jaune annoncée. Et puisque l'occasion m'en est donnée, je vous rappelle évidemment cette journée spéciale prévue sur l'antenne de CNews tout au long de la journée. Demain, à partir de 7h, vous le voyez, c'est l'ensemble de la rédaction qui va vous faire vivre cette journée de mobilisation des Gilets jaunes avec nos nombreux reporters sur le terrain, mais aussi avec des invités politiques, des syndicats, des observateurs en plateau et notamment dans l'émission que j'animerai, la spéciale demain à 18h. Rendez-vous est pris. Un mot de l'actualité hors de nos frontières avec ces maisons réduites en cendres et ce spectacle apocalyptique qui s'étend à perte de vue. C'est bien sûr l'incendie qui a ravagé ces derniers jours le nord de la Californie. Cela fait 1 semaine que le brasier continue de sévir. Il a fait déjà 63 morts et plus de 600 disparus, ce qui est énorme évidemment à l'échelle des États-Unis. Donald Trump, d'ailleurs notez-le, est attendu sur place dans la journée de samedi.
On se retrouve très vite pour la suite de Punchline. On parlera de cette journée particulière, atypique, peut-être hors norme, qui se profile demain avec les Gilets jaunes qui ont prévu de manifester un peu partout en France. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur CNews. C'est le début de Punchline, du plateau Punchline avec nos invités. Un débat évidemment entièrement consacré à cette journée particulière qui se profile demain. Y aura-t-il une déferlante jaune un peu partout en France? Le mouvement des Gilets jaunes peut-il faire changer la politique du gouvernement? Regardez cette carte, 1500 rassemblements et divers blocages prévus tout au long de samedi. Une centaine de manifestations déclarées jusqu'ici. Alors comment est né ce mouvement de révolte citoyen et où s'arrêtera-t-il? D'ailleurs, on va poser la question à nos invités. Bonsoir Christine Kelly. Bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour m'épauler sur ce plateau. Ravie de nos invités. À vos côtés, Isabelle Vera-Masson, vous êtes directrice du laboratoire Communication et Politique à Dauphine. Merci également d'avoir répondu à notre invitation et bonsoir à vous. Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CEVIPOF, professeur à Sciences Po Paris. Bonsoir. Merci également d'être là. Et puis à vos côtés, Gabriel Siri, vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Merci à tous les cas d'avoir accepté de commenter cette actualité très dense, riche, peut-être un peu fébrile, qui se profile ce samedi. On rappelle que c'est un mouvement qui, a priori, est protéiforme. Et donc, autour de cela, il y a quand même une grande inconnue ce soir. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. En tout cas, on n'est pas dans les clous habituels de ce que nous proposent les manifestations classiques, dirons-nous. Oui, c'est clair. D'ailleurs, on cherche forcément, c'est notre métier, des ressemblances. On pense aux choses les plus récentes, qui sont évidemment les mouvements syndicaux. Ce n'est pas du tout le cas des mouvements, ce n'est pas du tout un mouvement syndical, puisque les syndicats se sont même retirés clairement de cette affaire. Ce n'est pas les bonnets rouges qui étaient très localisés, avec une revendication très claire, sur quelque chose de très précis, qu'ils ont pu obtenir assez facilement, avec une facilité. Ce ne sont pas non plus des mouvements du type politique, genre SNCF ou je ne sais pas quoi. Moi, je penserais plutôt aux termes, alors encore plus anciens, qui seront un peu plus le terme de jacquerie, c'est-à-dire un sentiment qu'il y a là quelque chose de spontané, qui est né d'une sorte d'émotion. Mais jacquerie, ça fait quand même appel dans la sémantique à la révolte. À la révolte, l'indignation, le ras-le-bol, quelque chose à la fois confus, mais d'assez puissant pour pouvoir mobiliser sur quelque chose de vague. Et moi, je trouve plutôt le rapprochement avec le poujadisme, c'est-à-dire finalement, comme dans les années 50, un mouvement anti-fiscal, c'est-à-dire ras-le-bol des impôts, on ne veut plus payer d'impôts, réunissant des catégories quand même assez particulières, géographiquement assez claires, c'est loin des grandes villes développées, et puis surtout portées par l'extrême droite, rejointe à la marge, ce qui s'est passé pour Poujade, rejointe à la marge par la gauche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la gauche, alors là c'était à l'époque, c'était le Parti communiste, maintenant on voit bien que les insoumis sont tentés de récupérer un peu ce mouvement parce que c'est le peuple, parce qu'il est en colère et parce qu'il a des revendications que chacun de nous comprend, et en réalité c'est quelque chose d'autre, quoi. C'est un mouvement réseau social. Donc, il y a 3 nouveautés, 4 même. Les réseaux sociaux, comme elle vient de le dire, Bruno Cotresse, il y a effectivement le fait que ce soit transversal quand même politiquement parlant, on va peut-être y revenir aussi avec Gabriel Siri, et puis évidemment le fait que ça dépasse les corporatismes habituels, et enfin évidemment cette espèce de révolte naissante qui pourrait déboucher sur quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose dans l'air aujourd'hui. Oui, vous savez, tout ce qui touche de toute façon au pétrole, tout ce qui touche au carburant, c'est assez inflammable, on va dire. Donc là on est vraiment dans ce domaine, on est vraiment dans ce cas de figure. Et puis par ailleurs, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Si on compare effectivement au poujadisme, on voit que le poujadisme s'était restreint à la question surtout du petit commerce et du petit commerce face aux évolutions du monde moderne, de la modernisation de la France des années 50 et 60. Là, on a une assise sur quelque chose qui est beaucoup plus large, qui est effectivement l'usage de l'automobile, qui est quelque chose d'assez transversal, qui concerne toutes les catégories de Français pratiquement, mais plus particulièrement les catégories de Français qui précisément depuis 15, 20, 30 ans se sentent un peu laissés pour compte ou qui ont le sentiment qu'à la fin, c'est toujours eux qui vont payer, qui vont trinquer. Donc il y a ce sentiment qui n'est pas seulement un sentiment de ras-le-bol fiscal, mais qui est peut-être aussi un sentiment de certaines catégories qui trouvent qu'on tombe toujours sur les mêmes. Je pense qu'il y aura du monde, on ne sait pas encore exactement
combien il va y avoir de mobilisation, de rassemblement, mais c'est sans doute quelque chose qui est relativement significatif. Il y a des blocages dès ce soir qui sont prévus. Voilà, et c'est effectivement un symptôme. Mouvement d'ambulanciers sur les Champs-Élysées. C'est effectivement un symptôme qu'il y a des mécontentements, que ces mécontentements, à un moment donné, ont un point de ralliement. Le point de ralliement, il est sur la question de la voiture, sur la question du carburant, mais que ça traduit sans aucun doute beaucoup plus de préoccupations, et des préoccupations sur les inégalités, sur le pouvoir d'achat, sur le sentiment que malgré la promesse de révolution macroniste, la révolution n'est pas encore là, ou en tout cas qu'elle n'a pas eu lieu pour certains. Il y a une étude qui est parue cet après-midi sur le journal Le Monde qui fait état de pourquoi on a le sentiment que le pouvoir d'achat ne progresse pas, alors qu'objectivement, certaines données vont dans le sens d'une légère progression. Et on voit que c'est très compliqué selon les catégories. Gabriel Siri, c'est ça aujourd'hui, on est face à ça, c'est la goutte qui fait déborder le réservoir, si j'ose dire, pour faire un jeu de mots un peu adapté, quoi. Pour revenir sur ce que vient de dire mon voisin, effectivement, la question c'est celle du pouvoir d'achat, et je pense qu'elle dépasse la question des taxes sur l'énergie. Et si on parle de variation du pouvoir d'achat aujourd'hui depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, il ne faut pas oublier qu'il y a les 20% des Français les plus modestes qui voient leur pouvoir d'achat baisser sur les deux budgets du quinquennat Macron. Et en revanche, le 1% des Français les plus aisés voient son pouvoir d'achat augmenter de 6%. Donc c'est un contexte un petit peu global. Cette question des taxes sur l'énergie et de leur hausse, elle fait suite à la hausse de la CSG récemment, qui n'a pas été compensée pour les retraités, notamment les retraités modestes, vraiment tout petit peu à la marge, à la question de la non-revalorisation des pensions de retraite, à la question de la baisse des APL. Et effectivement, l'impression c'est que ça se concentre beaucoup sur les mêmes catégories de population. Alors là, les personnes âgées, et puis qui sont les plus nombreuses en fait dans certains territoires ruraux. Donc ça explique aussi peut-être la carte de ces mobilisations, mais c'est un contexte vraiment global d'un pouvoir d'achat qui diminue pour les classes moyennes et les plus modestes. Et c'est Christine Kelly, on va faire la synthèse avec vous dans un instant, mais j'aimerais qu'on écoute un de nos invités aujourd'hui qui résume en gros ce propos pour un peu planter le décor de ce qui va se passer demain. On va dire la colère des Français n'est pas plutôt que sur la hausse du carburant. C'est plutôt comme je dirais, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais il y a d'autres sujets qui sont derrière, qui se sont accumulés au fil des années, des colères. Il n'y aura pas de blocage, ça sera plutôt, je dirais, un rassemblement. Donc le mot d'ordre a été de ne pas bloquer les voies pour laisser les forces de police, les pompiers et aussi la liberté pour les particuliers de circuler. Christine, à quoi va-t-on pouvoir mesurer le succès de cette opération demain? Parce que, comme je le redis, on n'est pas dans un schéma classique. Donc, en général, on a des chiffres. Quand il y a une grosse manifestation à Paris, c'est, on va dire, 50 000 personnes ou 80 000 personnes. En province, c'est 10 fois moins suivant la taille des villes. Mais là, c'est compliqué de chiffrer un succès. Ah oui, c'est compliqué de chiffrer. J'aime bien votre mot que vous avez employé, fébrilité. On sent cette fébrilité dans l'air et on sent que ils ont hâte d'être déjà sur le terrain. Oui. Comment ça se fait qu'ils manifestent déjà dès ce soir? Ils ont hâte, ils veulent tous être sur le terrain. Ils voient que les médias se sont emparés effectivement de ce mouvement complètement hors du commun. Et puis à quoi on va avoir que ça a réussi? À la mobilisation. On annonce selon le ministère de l'Intérieur 1500 points de blocage, entre guillemets. S'il y a ces 1500, peut-être plus. Si ça se passe bien, alors a priori, il n'y aurait peut-être pas des black blocs en tout cas. Donc si ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de débordement, là on va voir aussi que c'est réussi. Et puis aussi, le profil des personnes qui seront sur le terrain. Comme on a dit tout à l'heure, l'APL, les étudiants, la CSG, les personnes, les retraités, les familles, les mères de famille. Ce qui est intéressant à observer aussi dans ce mouvement, c'est qu'il y a parmi les têtes de gondole, on va dire, 2 femmes. Priscilla, qui a lancé la pétition, et puis Jacqueline Moureau. C'est quand même rare de voir des femmes qui sont devenues des égéries du mouvement en quelques secondes de façon inattendue, un peu comme Emmanuel Macron est arrivé aussi de façon inattendue dans la politique. Maintenant, on est dans une sorte de système démocratique, démocratie smartphone, où tout arrive de façon inattendue. Du jour au lendemain, on a un nouveau visage, une nouvelle entreprise, une nouvelle start-up, un nouveau parti politique, et qui sort de toutes les bases classiques. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, à l'instant T, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Certains vont déjà vite en besogne et commencent déjà, moindre échelle bien sûr, à comparer ce mouvement des 100 peut-être au mouvement 5 étoiles qui a émergé en Italie. Sachant qu'après, évidemment, il a eu un destin politique tout autre. Mais est-ce qu'on va un peu vite là? Oui, alors pour le coup, la différence entre le mouvement 5 étoiles et le mouvement des Gilets jaunes, c'est que le mouvement Gilets jaunes ne se veut pas politique.
Effectivement. Ils ont une frousse bleue. Mais c'est né comme ça. Enfin, oui, Un mécontentement citoyen. Il n'était pas un politique, mais il a tout de suite parlé politique, il a eu des revendications, il a eu un programme, etc. Là, c'est pour ça que j'ai parlé de poujadisme, on est quand même dans des revendications, même si on sait, mais c'était déjà le cas en 50, il y avait que les revendications vont au-delà, mais c'est des revendications qui se veulent restreintes, assez ciblées et surtout pas politiques. Ils ont une frousse bleue d'être récupérés politiquement. Tous les partis politiques qui les soutiennent, surtout en particulier le mouvement national, se fait le plus discret possible et les autres aussi. Donc je ne crois pas. Il y a effectivement quelque chose de populaire, de revendicatif, de flou et de spontané, mais d'un côté il y a un mouvement social et de l'autre côté un mouvement politique. Gabriel Siri, cette question évidemment s'adresse à vous. Les partis politiques, ils sont un peu dépassés aujourd'hui. Ça va être compliqué pour vous d'être dans les rues demain? Alors, le Parti socialiste n'appelle pas à manifester. Effectivement, vous avez des membres, des adhérents qui vont y aller, forcément. C'est un mouvement citoyen qui est né en dehors des partis et on pense que cette indépendance-là, elle doit être respectée. En plus, ça a été mentionné, il y a une tentative de récupération politique de l'extrême droite qui est très inquiétante. Donc, voilà, notre position, c'est ceux qui voudront y aller, évidemment, y vont. Il n'y a pas d'appel. Également parce qu'il ne faudrait pas donner un message brouillé. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'hypocrisie du gouvernement en ce moment qui essaye d'opposer, de laisser croire qu'il y a un choix à faire entre transition énergétique et politique sociale. Et ça, c'est insupportable. J'imagine qu'on en reparlera. Mais aujourd'hui, le produit de la hausse de ces taxes, c'est environ 14 milliards sur 5 ans. Et bien, dans la répartition de la taxe, de la TIPCE, donc celle qui est la plus concernée par ces hausses, en réalité, la part qui est dédiée aux énergies renouvelables n'augmente pas. Donc, en fait, c'est simplement une manière de récupérer dans le budget de l'État de l'argent qu'on a perdu l'automne dernier avec des allègements d'impôts en faveur des plus aisés, la suppression de l'ISF, la mise en place de la flat tax, la suppression de l'exit tax. Donc voilà, moi, c'est ça qui me frappe. Et le gouvernement veut faire passer ça sous couvert d'une politique de transition énergétique, alors qu'en réalité, ça ne va pas venir financer ça. Et je termine en disant que les aides à la conversion qui ont été accordées cette semaine par le Premier ministre, c'est 500 millions d'euros face à 14 milliards de hausse. Oui, voilà. C'est une goutte d'eau, on dira, Bruno Cotresse. Les annonces ont été à minima. Peut-être que le gouvernement n'a pas pris la mesure de ce qui se passait. On sent d'ailleurs, on va l'écouter, je vous pose d'écouter, je vous ferai réagir après. Édouard Philippe, on sent que le gouvernement, le Premier ministre en tête, est un peu désarçonné par tout cela aujourd'hui. On peut manifester, mais bloquer un pays alors que des services d'urgence peuvent avoir besoin de circuler, alors que tout un chacun peut avoir besoin de circuler demain, n'est évidemment pas acceptable. Nous serons donc très attentifs, très concentrés, très vigilants pour faire en sorte que la liberté de manifester soit respectée, mais que la liberté de circulation soit également garantie. J'ai eu l'occasion de le dire, nous serons avec le ministre de l'Intérieur, avec l'ensemble du gouvernement, avec l'ensemble des forces de police et de gendarmerie, extrêmement vigilants, respectueux bien entendu des libertés, mais soucieux de garantir un haut niveau de sécurité à nos compatriotes. Bon, c'est pas bien, mais il y a un peu des platitudes, Édouard Philippe. Aujourd'hui, on sent bien qu'il n'y a pas de référent direct, il n'y a pas de contradicteur uniforme, donc c'est compliqué pour le gouvernement aujourd'hui. Oui, c'est très compliqué pour le gouvernement parce que le gouvernement aussi, il a sans aucun doute dans sa besace quelques autres mesures. J'imagine pas que le gouvernement a épuisé toutes ses cartouches. En tout cas, si c'était le cas, ça voudrait dire que ce serait un gouvernement extrêmement imprudent dans sa conduite de cette situation. Donc il n'est pas impossible aussi que, compte tenu ou en fonction des mobilisations qu'on va avoir demain, le gouvernement puisse réagir encore ou pas. On est dans un scénario qu'on connaît très bien en France. Garde une botte secrète, si je vous suis. Oui, normalement, pour essayer de... En tout cas, normalement, ce sont des scénarios. Ça, la politique, ce sont des scénarios assez classiques. L'impression qu'ils aient autre chose. Mais vous savez, on a vu, on a beaucoup vu. Ils n'ont pas provisionné pour on a beaucoup vu. Non, vous pensez ? Je n'ai rien en tête, mais on a quand même beaucoup vu par le passé des gouvernements disant qu'ils avaient atteint la ligne rouge au-delà de laquelle ils ne feraient plus rien, qu'ils seraient droits dans leurs bottes, qu'ils avaient leur cap, qu'ils ne reculeraient jamais. Et nous avons vu plusieurs exemples déjà par le passé de voir qu'en fonction du rapport de force, et c'est bien l'enjeu de demain, en fonction du rapport de force, les choses peuvent un tout petit peu bouger. Par ailleurs, effectivement, pour le gouvernement, il y a là quelque chose qui est un enjeu extrêmement important, extrêmement risqué. On avait vu depuis quelques semaines Emmanuel Macron qui était dans une nouvelle stratégie qui nous montrait que le nouvel Emmanuel Macron était arrivé, celui qui allait écouter les gens, celui
qu'il allait être moins vertical, moins arrogant, qu'il allait tenir compte. Dans son interview sur le porte-avions, il parlait même de considération, de mieux respecter les gens. Donc il est là face à un enjeu qui est extrêmement important. Si en même temps, demain, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent et qui restent droit dans ses bottes sur les annonces qui ont été faites, il y a une contradiction qui est très forte avec l'idée du nouvel Emmanuel Macron. Vous y croyez à ce regain d'humilité et en tout cas d'écoute, d'attention du président ? Non, pas vraiment. D'ailleurs, sa prise de parole a témoigné du fait qu'en réalité, il n'y a eu aucune annonce. Moi, je pense que non, je pense pas non plus qu'il y ait de bottes secrètes en réalité, parce que cette semaine, ils auraient eu l'occasion de faire des gestes. Il y a eu un amendement qui proposait le rétablissement du crédit d'impôt transition énergétique pour que justement la hausse de ces taxes, elles viennent vraiment financer cette transition énergétique nécessaire. Ça a été refusé. L'amendement a été rejeté par le gouvernement. Ensuite, le chèque énergie, qui est une mesure en faveur du pouvoir d'achat des plus modestes pour payer donc les factures d'énergie. Le gouvernement a annoncé qu'il y aurait une petite hausse pour 2019, mais dans le même temps, ils ont supprimé des crédits pour cette mesure en 2018, 50 millions d'euros. Donc en réalité, non, le mouvement montait déjà cette semaine. Ils avaient l'occasion de faire des gestes, ça n'a pas été fait. Je pense qu'il n'y a absolument aucune écoute. Et Christine, oui, un commentaire là-dessus. Oui, ce qu'on voit avec Édouard Philippe aussi, c'est qu'ils essaient de dédramatiser. Lorsqu'on dit liberté de manifester et liberté de circulation, c'est juste contradictoire. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que dès qu'on manifeste, on est obligé de fermer des routes, de laisser des gens manifester. On sent qu'ils n'osent mettre personne à dos, là, vraiment. C'est pas tout à fait pareil de bloquer. Et d'ailleurs, il faut voir que sur les réseaux sociaux, comment ils apprennent, ils s'envoient des petites fiches sur comment bloquer, comment manifester sans bloquer, comment bloquer un rond-point avec des piétons, etc. Comment trouver des solutions. Face à la fameuse menace du retrait de permis pour ceux qui sont Voilà, exactement. Et on voit comment, par exemple, Emmanuel Macron et même Édouard Philippe, ils ne pouvaient pas, même en amont, faire des annonces. Ils ont déjà annoncé la petite mesure, comme pour reprendre un peu ce qui a été fait, comme la prime à des Hauts-de-France, etc. Mais ils ne peuvent pas aller trop loin. Ils attendent et ils espèrent effectivement qu'il n'y ait pas beaucoup de manifestants, que ça se casse un peu la gueule, et ils se disent qu'ils n'ont pas envie en amont d'annoncer stop, on arrête tout, on va enlever la taxe tout de suite. Alors peut-être, dans le meilleur des cas, peut-être qu'ils ont prévu d'enlever la taxe. Non, ça m'étonnerait. Voilà, parce que je vois pas quelle botte secrète ils pourraient avoir. C'est compliqué. On va l'écouter, Édouard Philippe. Il le dit qu'ils ne vont pas annuler la taxe. Je vous propose de l'écouter, le Premier ministre. Non, on ne va pas annuler la taxe carbone. On s'est engagé pendant la campagne présidentielle à organiser un système dans lequel on va progressivement faire peser sur le pétrole et donc sur le carbone et donc sur la pollution une partie des prélèvements fiscaux plutôt que sur le travail. C'est notre objectif, c'est ce qui a été assumé, c'est un des moyens de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, contre les émissions de dioxyde de carbone, contre le réchauffement climatique. Donc nous n'allons pas changer de pied, nous n'allons pas renoncer à être à la hauteur de cet enjeu qui est considérable. Voilà, vendredi 16 novembre, il est inflexible. On verra ce que ça donne le 18 et peut-être dans les jours qui suivent en fonction de l'étendue. Non, mais chacun joue son rôle. Hein. On voit bien qu'il y a eu un partage. Alors du coup, assez traditionnel entre les trois hommes de l'exécutif, c'est-à-dire que de bad cop et de good cop, c'est-à-dire que c'est clair que le Premier ministre gouverne, il propose des mesures, hein, c'est traditionnel. Le ministre de l'Intérieur menace, il rappelle l'ordre, et puis le président de la République est le père de la nation et comprend tout le monde et les aime tous. Alors donc cette répartition bien classique de politique et surtout sous la Ve République, on va voir comment elle va marcher, mais évidemment on ne peut proposer aucune mesure avant de savoir ce qui va se passer. Surtout comme vous l'avez dit, comme nous le disons tous, il y a là un mouvement dont on ne sait pas ce qu'il peut devenir parce que il est tellement désorganisé. Vous parliez de 1500 blocages, mais il y aurait 150 personnes qui auraient fait des demandes de manifestation, 150 groupes. Donc c'est très peu. On sait aussi que quand il faut manifester, il faut un minimum d'organisation. Où est-ce qu'on se retrouve? Comment on se retrouve? Ça peut très bien être, finalement, je vais mettre mon gilet jaune dans ma voiture et puis ça suffira. C'était quand même une manière aussi de signaler qu'on est pour. Non, mais là, par exemple, dans les territoires, dans la ruralité en France, si on met un gilet jaune et qu'on se met à un rond-point, c'est considéré comme un rassemblement. Ça va être très difficile. Donc. Et puis, il faut que ça dure. Si les gilets jaunes sont très contents en ayant bloqué une journée, un samedi, bon, tout le monde sera très contrarié, mais si ça ne dure pas le lendemain
et le surlendemain, tout cela serait très vite oublié. C'est vrai qu'ils ont envie de Donc c'est quoi la clé du succès d'un mouvement Donc pour pareil l'instant, les politiques n'ont évidemment pas raison. Ce sera quoi la clé? C'est que il faut que ça s'inscrive dans le temps pour que ça débouche sur quelque chose? Oui, quand même. Ah oui. Il n'y a que Quand comme même, ça si qu'un ça ne gouvernement s'inscrit peut pas dans le plier. temps, ça apparaîtra comme un coup one d'épée shot, dans l'eau. Un coup d'éclat. Ce que je trouve vraiment intéressant, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on voit... Alors la comparaison avec En Marche était audacieuse, mais c'est vrai qu'on voit dans de nombreuses démocraties des formes d'engagement politique, des formes de mobilisation, même s'ils refusent la présence des partis politiques, la récupération politique, la dimension politique est totalement évidente, elle est totalement là. Donc on voit des formes d'engagement ou de mobilisation politique qui commencent à échapper de manière de plus en plus fréquente à l'encadrement partisan, syndical. Et on voit effectivement le rôle des réseaux sociaux de ce point de vue-là, la capacité d'individus d'un seul coup, effectivement, à devenir des leaders d'opinion. Les personnes dont on parlait tout à l'heure, qui ont lancé le mouvement, voilà, devenir vraiment un leader d'opinion, c'est-à-dire quelqu'un qui prescrit et qui est capable, qui a une capacité d'initiative. Même si vous vous en dissociez d'une certaine manière, vous nous l'avez expliqué, vous avez expliqué pourquoi, Gabriel Siri, tout à l'heure, vous comprenez quand même l'émergence de ces mouvements citoyens, ces mécontentements naissants, cette espèce de frénésie d'en découdre, comme dirait Christine tout à l'heure. Oui, bien sûr, on comprend cette colère parce que... Encore une fois, moi je suis très énervée par ce genre de propos tenus par le Premier ministre. Certes, et évidemment la transition énergétique, elle est nécessaire, mais les 4 milliards par an que coûte l'ISF, le milliard que coûte la réforme de l'imposition sur le capital, ça ne pouvait pas être affecté à la transition énergétique. Et donc moi je trouve ça vraiment insupportable, une telle hypocrisie, d'autant que par ailleurs ce gouvernement, ce n'est pas un gouvernement qui planifie la transition énergétique. Je vais vous citer 2 exemples. Le premier, c'est le ferroviaire. Le ferroviaire, c'est les modes de transport le plus propre aujourd'hui. 30 grammes de CO2 par kilomètre contre environ 130 pour une voiture moyenne. La réforme de la SNCF, ce à quoi ça va conduire, c'est à la fermeture de petites lignes. Donc, au fait qu'on contraint des gens à prendre leur voiture pour faire des trajets qu'ils auraient pu faire autrement. Et aujourd'hui, on explique à ces gens-là, dont certains n'ont pas le choix, ils vivent loin du lieu où ils travaillent, on leur explique, si vous râlez, c'est quand même pas très responsable, parce que vous feriez mieux d'aller financer la transition énergétique. Alors que par ailleurs, on va donner... d'autres modes de transport. De trouver d'autres modes... Ah ouais, comme il y en a, il y en a pas partout. Il y en a à l'étude à Paris, le Grand Paris, mais c'est pas encore fait. La prime à la conversion, elle est pas 10 000 euros. Ouais, elle est pas franchement à la hauteur du prix. Et ça, c'est un problème des primes à la conversion de manière générale. C'est qu'en fait, un véhicule neuf coûte beaucoup plus cher. Mais ce que je dis, c'est cette épreuve de ce gouvernement sur le ferroviaire. Mais il n'y a pas seulement ça. Si on veut organiser une vraie transition énergétique, on a besoin d'entreprises publiques qui pilotent cela de manière stratégique. En France, comment on a fait pour organiser la transition vers le nucléaire dans les années 50 ? C'était parce qu'il y avait la garantie de l'État. Parce que sinon, cette énergie-là, elle n'était pas rentable. Et aujourd'hui, Engie, qui est une de ces entreprises stratégiques, le gouvernement cède ses parts dans Engie. Donc on renonce à cette programmation stratégique. Oui. Et donc après, quand on vient invoquer la transition énergétique, c'est quand même un peu fort de café. On s'interrompt quelques secondes. On se retrouve tout de suite après pour la suite de ce débat Punchline. Restez avec nous. C'est la suite de Punchline, si vous nous rejoignez sur CNews, consacrée à cette grosse journée d'action a priori prévue ce samedi, à l'appel des Gilets jaunes. On va parler de ce mouvement naissant. Regardez cette carte. Un petit peu partout en France, voilà les actions qui sont prévues. 1500 a priori, mais 10 fois moins ont été déclarées, proposées pour l'instant. Donc on verra la réalité sur le terrain, peut-être même dès ce soir, puisqu'il y a des actions qui sont prévues dès ce vendredi soir, et notamment à Paris. Pour en parler, Christine Kelly, toujours à mes côtés, Isabelle Véra-Masson, Bruno Cotresse et Gabriel Siri pour le PS. Merci à tous d'être là. Alors on va peut-être regarder ce que les Français en pensent, parce qu'évidemment, il y a ceux qui sont partis tambour battant, qui voulaient vraiment y aller. Puis on va se rendre compte que certains ont rétropédalé, ont lâché, peut-être ont subi des pressions, nous le dirons aussi. Et puis regardez ce que ça donne du point de vue du soutien recueilli par la population française. 47% des Français soutiennent finalement l'essence même de ce mouvement des Gilets jaunes. 22% y accordent de la sympathie. 6% sont franchement hostiles, 9% s'y opposent et puis 16% sont indifférents.
On voit quand même, si on ajoute les 47 et les 22, qu'il y a une vraie adhésion aujourd'hui, Bruno Cottresse. Oui, qui est très forte. D'autres enquêtes, effectivement, l'ont montré, donné de l'ordre de 70% de Français qui déclaraient comprendre et ou soutenir le mouvement. Donc c'est effectivement quelque chose qui est très élevé, notamment les 47% qui disent soutenir, alors qu'on leur propose comme réponse de dire qu'ils ont simplement de la sympathie. Donc lorsqu'ils expriment le soutien, c'est vraiment qu'ils soutiennent. Oui. Donc c'est effectivement assez élevé. Et surtout, on voit qu'à ce niveau, ça dépasse bien évidemment, ou en tout cas ça transcende plusieurs lignes de clivage politique et qu'on doit retrouver demain dans les Gilets jaunes, des gens qui appartiennent à différentes familles politiques. Ça, c'est très clair. Et puis il y a ceux qui disent, moi je voulais y aller, j'avais prévu d'y aller et finalement j'ai retiré ma participation sur Facebook ou un quelconque réseau social, Twitter, qui aurait appelé à rejoindre le mouvement, et même j'ai subi des pressions. À l'image de cette femme, je vous propose de l'écouter. J'avais ouvert ce groupe par le biais de ma page Facebook personnelle. Comme je ne maîtrise pas bien les réseaux sociaux, j'ai pas pris en compte les conséquences que ça allait pouvoir apporter sur ma vie privée. Quand on reçoit des messages qui nous font comprendre qu'on sait où tu es, on va te trouver, là c'est quand même une autre chanson. Donc ça m'a fait prendre conscience que, oui, par le biais de ma page Facebook, on a pu éventuellement m'identifier et je risquais quelque part un peu ma vie, quoi. Il valait mieux que, comme le groupe était créé par ma page Facebook, que je mette un terme à tout ça. Alors on s'interroge, mais comment c'est possible même ? Il y a des millions de gens qui ont peut-être prévu de se rendre sur le terrain demain. Comment qui je trouve que c'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Non, c'est assez surprenant qu'elle soit menacée sur Facebook. Sur Facebook. Non, mais par rapport aux réseaux sociaux. Non, mais sur une manifestation, moi, je trouve pas ça étonnant du tout. C'est quand même, on vit depuis des années avec cette espèce de haters, de méchanceté, de menaces. En tout cas, elle n'est pas la seule. Ils sont des milliers à avoir retiré. Ce que je voulais dire moi par rapport aux réseaux sociaux, c'est le fait que derrière ce mouvement justement fébrile, où on ne comprend pas ce qui se passe, impromptu, il y a aussi les dérives des réseaux sociaux, c'est-à-dire les infox, c'est-à-dire les fake news. Par exemple, quand on a vu cette lettre soi-disant du chef de l'État qui dit qu'il va saisir le procureur de la République, etc., qui est fausse, les PV qu'on va donner aux Gilets jaunes de 150 €. Donc c'est vrai qu'il y a des fake news, il y a les haters, tout ça, ce sont aussi les dérives. Ce qu'il faut entendre aussi sur les réseaux sociaux, c'est aussi ceux qui dénoncent cette manifestation. Il faut aussi les entendre. Eux aussi, ils existent. Ce sont ceux qui disent la santé de mon enfant avant tout. On se rappelle de cet homme, ce père qui a dit la santé de mon enfant avant tout. Et puis les autres qui se disent, c'est samedi, j'ai une petite entreprise, je ne fais mon chiffre d'affaires qu'en novembre et décembre. Ça m'embête quand même qu'on me mobilise et qu'on bloque mon entreprise en plein week-end où je commence à faire mon chiffre d'affaires. La santé de mon enfant, Gabriel Siri, il se méprend ce papa quand il met ça en avant, finalement, par rapport à la transition écologique, etc. Toutes les annonces. Non, la transition écologique... C'est ça que vous vouliez dire ? Oui, je voulais dire effectivement c'est ça, c'est-à-dire que on fait ça, les taxes sont bien parce que les taxes sont bien pour la bonne cause. Et ce que disait Gabriel tout à l'heure, c'est qu'il fallait que les mesures soient beaucoup plus fortes. On est dans des mesures. On peut déjà commencer. Alors, il y a plusieurs choses. La transition énergétique, écologique, elle est nécessaire. Le principe de la taxe sur l'énergie, moi je suis pas contre, loin de là. Le principe, c'est on encourage. D'ailleurs, normalement, c'est plutôt encourager l'essence vis-à-vis du diesel. C'est ce que nous avions fait quand le PS était au gouvernement. Là, on voit que ça arrive à un moment où il y a eu l'accumulation de mesures nuisibles au pouvoir d'achat des plus modestes et de la classe moyenne, et à un moment aussi où le prix du pétrole est déjà très élevé pour des raisons internationales. Donc ça provoque... C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. La hausse, c'est pas moi, c'est les cours du pétrole. Oui, c'est qu'en partie vrai, parce que pour le coup, voilà, la hausse, elle est quand même très forte, brutale d'un coup. Et moi, je trouve ça pas responsable d'aller culpabiliser des gens en leur expliquant, voilà, vous êtes mécontents, mais c'est parce que on finance la transition énergétique. La transition énergétique, elle est nécessaire, elle ne doit pas reposer sur toujours les mêmes personnes. Et il est tout à fait possible de mener une politique de transition énergétique et une politique sociale. Et là-dessus, je vais donner un exemple, c'est la politique que mène par exemple Anne Hidalgo à Paris. Deux exemples. La gratuité des transports en commun pour certaines catégories de population.
les personnes âgées sous conditions de ressources, et puis la rénovation énergétique chaque année de 4500 bâtiments sociaux. Donc il faut arrêter d'opposer social et écologie. Je pense que voilà, c'est le rôle de la gauche de le dire. Les deux sont indissociables. Ce qui est en train de se passer là ce week-end, ça va être un enjeu pour les européennes. Ça va arriver sur le terrain de l'Europe très très vite, tout ça, parce que c'est le prochain scrutin qui nous attend quand même au mois de mai. Le lien que je vois immédiat, moi, c'est justement sur cette question de la transition énergétique et le rôle que l'Europe peut jouer. Nous avons, donc le Parti socialiste a adopté son programme pour les européennes. Il y a une proposition dedans, c'est celle de l'Airbus des énergies renouvelables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a réussi à mettre ensemble des entreprises de plusieurs pays européens différents pour un enjeu qui était celui de l'aéronautique et qu'on doit aujourd'hui faire la même chose pour l'enjeu des énergies renouvelables parce qu'il faut trouver des leviers financiers pour financer effectivement cette transition à très large ampleur. Donc ça, c'est ce qu'on propose en vue du prochain scrutin. Bruno Cotresse, Là, je trouve que c'est totalement passionnant parce qu'au fond, on voit bien que nous sommes face à de nouveaux enjeux. Quand Emmanuel Macron en appelle au dépassement du clivage gauche-droite, il surinterprète, bien sûr, le clivage gauche-droite existe toujours dans nos sociétés, évidemment, mais on voit en même temps des nouveaux enjeux qui montent. Les questions environnementales, qui sont de plus en plus perçues comme des questions essentielles par les Français, mais aussi la question de l'Europe. Et on voit que sur ces deux enjeux, par exemple, le pouvoir exécutif, aujourd'hui, il essaye de mettre une dichotomie, la transition écologique versus le carbone, l'Europe versus les nationalismes. Et on voit par contre, lorsqu'on vous écoute, effectivement, on voit qu'il y a des conflits d'interprétation qui existent pourtant sur ces enjeux. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement vraiment la question de la transition écologique sur laquelle tout le monde est assez d'accord, mais c'est les moyens, c'est qui paye, quelles sont les mesures qui sont mises en place et qui paye. Effectivement, quand on regarde les programmes des partis ou des candidats à la présidentielle de 2017, on voit qu'il y a une très grande variété de propositions dans ce domaine-là. Certains sont plus sur faire reposer sur les utilisateurs, sur les ménages, d'autres sur les entreprises, d'autres sur les pollueurs, et on voit que les conflits d'interprétation commencent fortement à apparaître, alors même qu'on voudrait parfois réduire l'opposition à quelque chose d'un peu binaire. À chaque débat, il y a toujours chez les Français, et surtout chez les opposants, il faut bien le dire, ou les polémiques, ce sentiment que si on ne fait pas 100% d'une mesure, on ne fait rien. C'est ça qui me sidère toujours. Bien sûr, ça serait tellement mieux qu'on arrête tout le carbone, la pollution d'un coup, d'un seul. On ne peut pas, on le sait. Donc, essayons d'approuver quand c'est possible, quand ça a lieu, la diminution de l'utilisation du pétrole et d'énergie fossile. Rappelons-nous, lorsque Nicolas Hulot est parti, tout le monde a pleuré, tout le monde était désolé. Et qu'est-ce que disait, pas tout le monde, beaucoup. Et qu'est-ce que disait Nicolas Hulot ? C'est qu'il disait, non seulement on n'applique pas la politique dont on a besoin pour survivre, mais en plus, les Français, individuellement, ne sont pas prêts à faire le moindre sacrifice pour aller dans le sens de la santé. Et quand on parle quand même des gilets jaunes. Il ne s'agit pas de 1 000 € par mois pour les gens qui vont descendre. Je veux dire, l'augmentation de leur budget essence pour des simples des particuliers ne sont pas des sommes astronomiques. Non, mais on est bien d'accord que c'est l'agrégation des problèmes aujourd'hui. Non, mais c'est important de penser qu'il y a d'un côté la santé des Français, en l'occurrence, mais même du monde entier, la question de l'environnement, qui est un problème énorme. En ce moment, la Californie brûle. Enfin, on a vu cet été ce qui se passait. Et puis on est là. Donc pas assez solidaires, les Français, c'est ça ? Pardon ? Pas assez solidaires. Ils ne sont pas conscients que chacun d'entre nous doit faire un petit quelque chose pour la planète, et que bien évidemment le problème des individus, que lorsqu'ils doivent payer leurs factures, tout le monde la connaît. Moi, je suis chercheur, je gagne pas des milliers et des cents, et mon problème de fin de mois, je sais ce que c'est. Mais je sais que la question n'est peut-être pas de régler cette question-là en consommant plus d'essence, mais en trouvant d'autres solutions. Oui, juste un mot par rapport à votre question sur l'Europe. Ce qui va être extraordinaire demain à remarquer, c'est qu'on va avoir une France habillée en jaune avec un gilet jaune imposé par l'Union européenne. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est quand même un petit clin d'œil assez amusant. Et sans doute produit, ça s'est beaucoup lu sur les réseaux sociaux, avec du pétrole aussi, les gilets jaunes. C'est pas très écolo. Vous vouliez réagir ? J'ai senti que vous vouliez réagir à ce que disait Isabelle Véramasson, Gabriel Siri. Oui, moi je voudrais réagir parce que ce qui me frappe, encore une fois, j'ai dit le principe de cette taxe, c'est un bon principe. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que le gouvernement, d'ailleurs
Nicolas Hulot vient de le quitter, devient d'un coup écologiste, c'est que c'est formidable d'osser ces taxes. Non mais on peut pas, on peut pas dire c'est formidable d'osser ces taxes et c'est vraiment en faveur de la planète, alors que le produit de ces taxes, alors que c'est le principe normalement de la TICPE, c'est de pouvoir affecter une partie aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, la part de la taxe qui est affectée aux énergies renouvelables, elle n'augmente pas. Battons-nous pour ça. Mais c'est pas suffisant. On se trompe de bagarre. Il faut se battre pour que cette taxe aille. Mais de toute façon, le fait d'augmenter les prix du pétrole, c'est quand même une manière de faire moins consommer, j'espère. Mais de toute façon, effectivement, battons-nous sur les vrais enjeux qui ne sont pas continuons diminuons le prix du pétrole et du diesel, mais trouvons une solution. C'est ce que nous faisons. En fait, on demande justement qu'il y ait cet argent qui soit affecté notamment à la transition énergétique avec plusieurs mesures. On demande le rétablissement du crédit d'impôt transition énergétique qui permet de faire changer ses fenêtres, faire changer sa chaudière comme un crédit d'impôt important, c'est de 30%. Là, il n'a pas été rétabli. Il y avait l'occasion de le rétablir cette semaine. Ça n'a pas été fait par ce gouvernement. C'est là que je dénonce cette hypocrisie. Et sur le fond, sur la hausse des prix du pétrole, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'à long terme, il faut aller dans cette direction-là, mais ça impose par ailleurs d'accompagner les plus fragiles, de donner des alternatives, et puis ça impose de ne pas fermer de lignes de train sur les territoires en difficulté et de ne pas opposer systématiquement. C'est de la mauvaise foi de la part du gouvernement d'opposer social et écologie. C'est simplement pour culpabiliser les uns et puis cliver au maximum et essayer de mettre les opposants dans une position difficile. Mais nous, on le dit, les deux sont à concilier. Un dernier mot, puis on va écouter les réactions politiques, parce que il faut qu'on reparle de la présence ou pas des politiques demain. Oui, je veux dire que ce qui est dommage, en quelque sorte, ou bien la question qu'on pourrait se poser, c'est de se dire qu'au bout du bout, effectivement, la question de l'écologie est centrale, indispensable pour la planète. Et pourtant, elle va peut-être se faire noyer dans une question de pouvoir d'achat, d'APL, de CSG, et que peut-être que cette essence... Des beaux principes qui seront un peu... Il y a une chose dont on n'a pas parlé, excusez-moi, il y a une chose dont on n'a pas parlé sur la hausse des prix du pétrole. En fait, que ça doit permettre aussi, c'est la hausse des prix du transport, mais pas des transports individuels, parce que ce qui pollue le plus, en fait, c'est les transports de marchandises, les transports des poids lourds. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, les députés de gauche, et notamment les députés socialistes, se battent pour une taxe poids lourds qui permet de renchérir ce coût du transport. Et en fait, ce que ça permet de faire, c'est d'encourager la relocalisation de la production. Et encore une fois, c'était là-dessus qu'il fallait aller. Et encore une fois, je pense que c'est la manière de concilier écologie et social, parce qu'on relocalise la production, ça permet aussi une meilleure rémunération des producteurs. Il faut essayer. Voilà, ce qui manque aujourd'hui, c'est une vision, c'est quelque chose de une transition stratégique pour aller vers un univers où ce sera à la fois plus juste, on répartit mieux les richesses, et c'est pas du tout en contradiction avec la transition. Bruno Cotrez, j'aimerais qu'on revienne à cette idée soulevée par Christine à l'instant. C'est vrai que finalement, le pouvoir d'achat, il va s'avérer plus important dans la tête des gens que les ambitions écologiques. C'est son petit portefeuille qu'on va privilégier. Mais oui, et c'est le cœur du point de vue du débat politique, c'est absolument central, parce qu'au fond, si la question de l'environnement était la question qui devenait la question clivante, la question essentielle, on voit que pour Emmanuel Macron, tout bénef. D'une certaine manière. La semaine dernière, il a fait les nationalistes, ceux qui ne veulent pas de l'Europe. Là, il fait ceux qui veulent polluer, ceux qui ne veulent pas la transition écologique. Mais on voit que sur la question du pouvoir d'achat, la dimension gauche-droite, elle refait parler d'elle, elle revient. Mais qui profite de toutes ces mesures? Et c'est effectivement tout à fait essentiel qu'il y ait cette espèce de lutte, pratiquement de prise de judo, entre des thèmes qui sont des thèmes tels que le pouvoir d'achat, tels que les grandes inégalités socio-économiques, et puis des questions un peu plus transversales qui sont susceptibles d'un peu plus faire casser les familles politiques, d'intéresser des Français et de gauche et de droite. Et on voit que là, vraiment, on est quasiment au cœur de ce qui explique la politique française depuis 2 ans. Effectivement, je pense que cette transition écologique, elle concerne chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous. C'est pas quelque chose, une politique sur laquelle on peut se permettre de cliver. Or là, on voit bien que ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui risque du coup de s'opposer à cette transition nécessaire, ou en tout cas ça risque d'être lu de cette manière-là. Et le rôle du politique, c'est pas ça. Le rôle du politique, c'est de convaincre, c'est d'emmener les gens vers ce à quoi on veut aboutir. Et Saint-Exupéry le disait, si vous voulez de prendre la mer, ne construisez pas un bateau, donnez à vos hommes et à vos femmes l'envie de prendre la mer. Est-ce qu'ils n'ont pas échoué, les politiques, aujourd'hui ?
Alors, je pense que ça, c'est pas l'illustration de l'échec des politiques. Là où je vous rejoins, c'est que une mobilisation, on va voir l'ampleur, une mobilisation de cette ampleur, ça traduit bien le fait qu'en France, il y a un défaut aujourd'hui, un défaut de contre-pouvoir. Parce que l'opposition se fait dans la rue, en fait. Et nous, c'est ce qu'on avait craint en 2017, quand on a vu qu'on se dirigeait vers une assemblée très majoritairement dominée par des élus d'En Marche, c'est de ne pas avoir de contre-pouvoir dans les institutions et donc que l'opposition se fasse dans la rue. Je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui, avec des députés qui ne jouent pas leur rôle. Voilà. Et que le peuple ne se sent pas... En Marche, les députés En Marche ne jouent pas leur rôle. Peut-être tous les députés, parce que j'ai l'impression que le peuple ne se sent pas représenté. On parlait tout à l'heure pendant la publicité du fort taux d'abstention à l'Assemblée nationale, un record. Il y a la défiance politique. Le Français ne se sent pas représenté à l'Assemblée nationale, il ne se sent pas représenté par les partis politiques, quels qu'ils soient, il ne se sent pas représenté par les syndicats à son travail, et on a l'impression qu'il y a une sorte de colère qui grondait depuis longtemps au sein des entreprises, au sein des foyers, au sein des familles, et ils se disent mais par quel créneau on pourra enfin exprimer notre colère? Les syndicats on peut pas, les politiques on peut pas lui faire confiance, etc. On n'a pas de créneau, paf, on a trouvé un créneau, les réseaux sociaux, Internet, les gilets jaunes, eh bien on y va. Ils ont trouvé un peu à la Podemos en fait. Comment? Un peu comme Podemos. Ils ont trouvé le Rassemblement national. Je veux dire, apparemment, les sondages indiquent que le parti de Marine Le Pen ne marche pas mal. C'est-à-dire qu'il y a quand même un discours qui sait agréger les mécontentements un petit peu. Allez, on va s'interrompre. On va relativiser un tout petit peu. Mais vraiment, les femmes, c'est pas abstrait. C'est aussi des gens qui peuvent être engagés dans un parti politique, dans un syndicat. Oui, mais bien sûr. Alternative. Des gens apolitiques qui seront demain dans les rues. On est bien d'accord là-dessus. Mais ça sort du cadre habituel, dirons-nous. On s'interrompt quelques secondes. Un nouveau rappel de l'actualité, puis on revient pour la suite de notre débat.